Euh, alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire-Anne Sevrin, je coordonne Yapaka et je suis ravie de vous accueillir ici dans cet espace pour une heure ensemble avec Olivier Dury sur la question liée à la place des écrans et aux traces des écrans dans le développement de l'enfant. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le programme Yapaka. Yapaka, c'est un programme de prévention de la maltraitance des enfants qui est initié au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on y travaille de manière transversale avec tous les secteurs, toutes les matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on travaille aussi bien avec l'enseignement qu'avec l'aide à la jeunesse, qu'avec les maisons de justice, le sport, la culture et le secteur jeunesse, du coup, et également avec l'ONE. Alors, ce webinaire, c'est un des outils de formation qu'on propose aux intervenants qui accueillent les enfants et les familles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, vous retrouverez d'autres outils sur yapaka.be. Par exemple, un module de formation en ligne, mais aussi des petits livres édités dans la collection Temps d'arrêt, on vous en reparlera en fin de webinaire, des courtes capsules vidéo aussi, des campagnes de sensibilisation grand public, etc. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur yapaka.be. Alors, à l'écran, vous voyez pour l'instant 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka, Laurent Baudelot, Diane Huppert et moi-même, et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Olivier Dury. Pendant le webinaire, vous ne verrez plus qu'Olivier, mais nous, on reste bien actifs derrière nos écrans et on va collecter vos réflexions, vos questions, vos suggestions dans le petit onglet questions et réponses qui se situe dans le bas de vos écrans. Comme ça, voilà, c'est une manière d'activer l'interactivité parce que vos caméras et vos micros sont coupés, donc on ne vous entend pas, mais on reste quand même en lien à travers cet espace spécifique. Par contre, si vous avez des problèmes techniques, nous ne serons pas en mesure de vous aider, mais sachez que le webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver sur le site de Yapaka fin d'après-midi, demain matin ou plus tard. Alors voilà, on est connecté derrière nos écrans, donc on voit que les écrans peuvent certainement nous amener plein de bonnes choses dans notre quotidien. Ça, c'est indéniable et il ne s'agit pas de critiquer l'ensemble de la technologie. Ce qu'on souhaiterait évoquer ensemble aujourd'hui, c'est la place que prennent ces écrans dans nos quotidiens et la place qu'ils prennent aussi dans les temps, les relations qu'on a avec nos enfants, notamment à travers le phénomène de technoférence, mais ça, je laisserai Olivier Dury le déployer. Qui sont toutes ces petites coupures dans nos relations avec nos enfants. Évidemment, on est fortement mobilisé aujourd'hui autour de cette question parce que beaucoup de professionnels qui rencontrent les enfants et leurs familles sont inquiets sur de nombreux points par rapport au développement de l'enfant et à cet écran qui parfois peut faire écran dans la relation adulte-enfant. Et donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qui nous ont animés dernièrement dans l'équipe de Yapaka. Et c'est pourquoi on a demandé à Olivier Dury de réfléchir avec nous à ces questions. On a un temps de webinaire ensemble maintenant et il a rédigé un petit livre édité dans la collection Temps d'arrêt, Quand l'écran fait écran à la relation parent-enfant. Il est actuellement en diffusion, vous le recevrez prochainement, en tout cas pour les Belges. Voilà, il me reste à présenter Olivier Dury, qui est psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyste, et il est l'auteur de nombreux articles sur les technologies et sur les relations des enfants et des adolescents avec les écrans. D'ailleurs, il a une certaine pratique des écrans avec les adolescents, mais voilà, je lui laisse vous expliquer tout ça et je collecte vos réactions, vos questions et puis je les lui renvoie soit au cours de ce qu'il va nous présenter, soit à la fin, on prendra un petit temps ensemble. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup et merci à vous pour cette invitation et pour cette proposition de petits livres, parce qu'en plus, moi, c'est mon premier bouquin, donc je suis très content d'avoir pu participer.
Donc oui, moi je m'appelle Olivier Dury, je suis psychologue clinicien et docteur en psychopathologie et psychanalyse et je suis spécialisé depuis pas mal d'années moi sur la question des outils numériques et technologiques et de leur impact sur le développement de l'enfant et de l'adolescent ainsi que sur les relations familiales. Et également, je suis spécialisé sur l'utilisation de ces outils technologiques dans la clinique et particulièrement dans la clinique de l'autisme. Donc, je me sers beaucoup des jeux vidéo, des robots, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le soin en fait des enfants qui présentent des troubles, donc soit des TSA, soit aussi des difficultés psychiatriques importantes, notamment en hôpital de jour, IME ou autre. Là, l'écriture de ce livre se fait plutôt dans le cadre d'une autre pratique, on va dire, que j'ai. Je suis membre d'une association qui s'appelle 36912, qui a été créée par Serge Tisseron en 2008. Et en fait, en tant que formateur et conférencier pour cette association, moi, je m'occupe beaucoup aussi du coup de tout ce qui touche à la question de l'impact que les écrans peuvent avoir dans la relation, notamment la relation parent-enfant, mais également les relations entre pairs et également de conseils et prévention sur justement comment apprendre à se servir des écrans différemment. Parce que mon objectif, en fait, c'est de montrer que il y a plein de choses très intéressantes et très pertinentes avec les écrans et qu'il faut s'éloigner des discours extrêmement anxiogènes et négatifs qu'on peut entendre, voire même certains qui sont totalement ahurissants et idiots, comme on peut entendre avec certains auteurs qui vont vous faire un lien entre autisme et surconsommation d'écran, alors que bon, hein, ça on va le dire directement, il n'y a aucun lien entre le fait d'être dans une surconsommation d'écran et de développer ensuite un trouble autistique. Ça, c'est des idioties sans nom. Alors par contre, oui, il y a une autre corrélation, c'est que oui, quand vous êtes autiste, vous êtes plus attiré par les écrans, mais ça, c'est autre chose. Pareil, tout ce qui fait le lien entre drogue dure et écran, ça aussi, c'est des idioties sans nom. Enfin voilà, tous ces discours anxiogènes qui finalement sont sont des discours qui permettent de faire le buzz et qui sont généralement issus de personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet et qui parlent bien plus avec leur propre biais qu'autre chose. Après, je m'éloigne aussi des autres discours qui sont des discours un peu plus idéalistes, idéalisants, qui vont vous dire que tout est beau dans les écrans, que tout va bien et tout ça, et ce qui est aussi problématique finalement, parce que bien évidemment qu'il y a de la prévention à faire et qu'il y a des choses à penser, mais encore une fois, il faut bien comprendre un truc, c'est que être dans un discours idéalisant ou dans un discours diabolisant, c'est tout aussi idiot. Et finalement, en fait, l'objectif, c'est de comprendre que l'écran lui-même n'est pas tant à questionner que ça, mais c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Et c'est ça, en fait, qui me paraît le plus important quand on parle, en fait, de la question des écrans. L'objectif de ce petit bouquin, quand l'écran fait écran à la relation parent-enfant, c'était de s'intéresser à un usage spécifique des écrans qui est en fait celui justement qui va parler de la question du lien et de la coupure du lien. En fait, pour expliquer un peu les choses, on va reprendre un peu tout depuis le début. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les écrans avec un grand Z, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est pas du tout la même chose d'être sur Internet avec un ordinateur, de jouer aux jeux vidéo, de regarder la télévision, d'aller sur Marmiton pour regarder une recette de cuisine ou des choses comme ça. Ça, déjà, c'est le premier point qui est essentiel à prendre en compte. Donc, quand on parle des écrans, on ne peut pas faire de généralité et on a besoin, en fait, de pouvoir distinguer quel type d'écran et quel type d'usage. Par exemple, je pense que beaucoup de gens ici sont au courant hein, de tout ce dont on peut parler par rapport aux impacts négatifs que peut avoir une surconsommation d'écran chez les tout petits. On peut revenir rapidement dessus, hein, mais imaginez par exemple que vous prenez deux groupes de bébés. Un groupe de bébés qui est exposé tous les jours à la télévision, 1 heure ou 2 par jour, et un groupe qui ne l'est pas. On se rend compte en effet que quand ils vont arriver au moment de développer le langage, ceux qui ont été exposés tous les jours à la télévision vont avoir 2 fois moins de mots dans leur vocabulaire, par exemple. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut observer. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Toutes ces études-là, déjà, il faut préciser à chaque fois que ce sont des études qui vont parler des écrans dits non interactifs. Donc les écrans non interactifs, c'est majoritairement la télévision. Ça veut dire cet écran face auquel vous êtes passif et qui vous envoie une quantité d'informations assez énorme non-stop, en fait, lorsque vous êtes un consommateur.
On les distingue des écrans interactifs qui, eux, en fait, sont des écrans face auxquels vous êtes actif. Ça veut dire que lorsque vous interagissez avec l'écran, vous allez avoir un impact sur l'environnement numérique qui vous est proposé par l'écran. Déjà, quand on regarde les études actuelles, on se rend compte que la majeure partie des études qui vont parler des effets délétères des écrans sur le développement lorsqu'on est dans une surconsommation sont en lien avec les écrans non interactifs plus qu'avec les écrans interactifs. Autre point aussi à préciser, et qui me semble important, c'est que d'un point de vue scientifique, quand on parle de ça, on se rend compte qu'à chaque fois, on parle de lien de corrélation et non de lien de causalité. Donc vous connaissez peut-être la différence, hein. Le lien de causalité, ça voudrait dire qu'on a trouvé la cause, qu'on sait ce que c'est, par exemple, les écrans qui vont créer ça. Le lien de corrélation, ça veut dire que ça va avec. D'un point de vue scientifique, c'est totalement différent. Et en fait, quand il y a un lien de corrélation, on ne peut pas faire de conclusion sur le fait de ça vient de là. Et c'est en fait ce point-là qui m'intéresse le plus, et c'est de ça dont j'ai voulu m'intéresser en fait dans ce petit livre. C'est cette question de oui, en fait, on est sur un lien de corrélation et non un lien de causalité. Pourquoi? Parce que on se rend compte en fait d'une chose, c'est que quand on parle de la question des écrans, finalement, on parle surtout de ce que les écrans viennent voiler, viennent cacher un petit peu. Bon, je vais m'expliquer. Prenons par exemple les études qui sortent sur le fait que, en effet, quand on met un petit bébé face à un écran, quand on met un petit bébé longtemps, hein, bien sûr, hein, parce que si vous mettez 15 minutes votre enfant devant la télé parce que vous devez gérer la douche de l'autre enfant, il va pas d'un coup perdre son niveau en langage ou prendre du surpoids. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, en effet, si on se rend compte que le bébé va avoir une consommation excessive et quotidienne des écrans non interactifs, il va y avoir un impact sur le développement de son langage, concentration, attention, plein de choses. Et même quand on regarde certaines études longitudinales comme celle de Linda Pagani qu'elle avait menée au Canada, on se rend compte que ce sont des impacts qui peuvent avoir lieu même après le collège, finalement, pour une surconsommation chez les tout petits. Mais ça, en fait, le point important, c'est que le problème va pas venir forcément de l'écran en lui-même, mais de ce que l'écran va venir cacher un petit peu. Quand on est un bébé, pour l'instant, je m'intéresse aux bébés, on parlera un petit peu plus tard des plus grands parce que vous verrez que la technoférence parentale, dont je parlerai tout à l'heure, c'est un concept qui ne concerne pas que les tout petits, même si c'est les tout petits qui nous intéressent le plus. Quand on est, quand, quand on est un bébé, de quoi est-ce qu'on a besoin, déjà? On a besoin d'interagir avec le monde, on a besoin de toucher les choses, on a besoin de sentir, on a besoin de se déplacer et surtout, on a besoin d'interagir avec son environnement directement. Donc, environnement physique et environnement psychique, on va dire. Donc, ça veut dire les humains qui sont autour de nous et notamment les parents. Surtout, en plus, on découvre le monde avec l'imitation aussi. C'est ce qui se passe beaucoup chez les tout petits. Ça veut dire que pour découvrir le monde, on va chercher en fait finalement à imiter un peu tout ce qu'on voit, à imiter les gestes. Et puis en plus, si on lit un peu les travaux de Jacqueline Nadel, à remarquer aussi quand on se fait imiter ou des choses comme ça. C'est quelque chose de très important pour le développement intersubjectif du nourrisson, finalement, que de passer en fait justement par tous ces moments d'imitation. Ça, déjà, c'est le premier point important parce que vous imaginez bien que du coup, ça implique que sur la question des écrans, nous les adultes, on a aussi un rôle à jouer. Parce que bien évidemment, si les petits imitent tout ce qu'on fait, c'est pas étonnant de voir que si on est tout le temps dans une consommation d'écran, le petit va aussi être attiré par ça. Des fois, j'ai des parents qui me racontent que quand bébé est sur la chaise de haute, bébé il est devant la table et il fait ça sur la table comme s'il voulait switcher de table et changer de table. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est pas un geste inné. Si bébé il fait ça sur la table, généralement, c'est parce qu'il est habitué à voir papa et maman qui font ça sur leur téléphone toute la journée. L'objectif, en fait, c'est de voir que, et peu importe l'âge finalement, les comportements qu'on va avoir face aux écrans sont des exemples qu'on va donner à nos petits. Quand votre petit de 4 ans, il arrive et qu'il prend la banane dans le pot de fruits et qu'il commence à jouer à faire «Halo» avec la banane, c'est qu'il est habitué à nous voir très souvent faire «Halo» au téléphone. Serge Tisseron raconte souvent cette histoire qui est très marrante, enfin «marrante» entre guillemets, des parents inquiets qui amènent leur petit très jeune en consultation et qui s'inquiètent beaucoup parce que le petit se tient tout le temps l'oreille, donc ils se demandent qu'est-ce qu'il peut avoir. Et en fait, ils se rendent compte au bout d'un moment que papa profite beaucoup en fait des temps de poussette qu'il a avec son petit pour passer ses coups de téléphone pendant que petit est dans la poussette. Et petit, voyant tout le temps son papa comme ça, et en fait se met à se tenir comme ça pour faire comme papa. Donc on voit bien que déjà sur le côté imitatif, en fait, imitation, on a un rôle à jouer où il faut pouvoir faire attention. Mais le plus important, c'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est surtout que l'enfant, il a besoin de notre regard. L'enfant, il a besoin des échanges, il a besoin des interactions. C'est ça qui va être quelque chose d'extrêmement important. Il y a un concept qui me plaît beaucoup qui s'appelle le mamanais ou le parentais. C'est en fait la prosodie
que va avoir la voix du parent lorsqu'on s'adresse à un tout petit. Avant, on appelait ça le mamanet, maintenant on appelle ça le parentais parce qu'on se rend compte que les deux parents ont cette prosodie-là. Donc cette mélodie dans la voix qui alors bon, va être distinguée par des pics aigus et graves dans la voix, par des voyelles allongées. En fait, pour faire tout ça, moi c'est ce que j'appelle le parler concon qu'on a quand on est avec les bébés. Et ça, vous le connaissez tous, hein, quand on s'adresse à un bébé, on l'a tous, ce parler concon. Ça marche aussi quand on parle avec les petits chiots ou avec les petits chatons mignons et tout ça. Et en fait, cette prosodie-là, elle est essentielle dans les interactions qu'on va avoir avec le tout petit. Et elle va surtout, en fait, l'aider à développer ses capacités empathiques et son rapport à l'autre, surtout qu'elle va permettre de mettre du sens finalement sur ce que le petit ressent. Parce qu'un petit bébé ne comprend pas, hein, les choses qu'il traverse et il a besoin que ça passe dans une boucle interactive avec l'autre pour pouvoir mettre du sens dessus. Donc, je ne sais pas, si votre petit bébé est en train de sourire et tout ça, et ben nous, on va avoir une joie plus joyeuse, on va avoir quelque chose de plus chantant. Et si le bébé fait la tête, on va avoir une voix plus grave. Enfin, voilà, il va se passer des choses comme ça. Ça, c'est très important en fait pour le petit et surtout ce qui est extrêmement important quand on parle de ce mamané, c'est que on a l'impression que c'est nous, adultes, qui créons cette prosodie pour interagir avec le petit, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt en fait ce que le petit va nous donner à voir qui va influer sur la prosodie de notre voix. Donc par exemple, ça fait que c'est parce que votre enfant va faire un regard de surprise, que nous aussi on va ressentir de la surprise et que nous aussi il va y avoir des pics dans notre voix. Je précise d'ailleurs que ce parenté, cette prosodie-là, existe dans toutes les langues et toutes les cultures. Même dans la langue des signes, où les gestes vont être, par exemple, plus allongés ou des choses comme ça. Et donc, il y a des études qui ont montré, par exemple, que si on demande à une maman de s'enregistrer avec cette prosodie-là pour pouvoir le faire écouter plus tard à son bébé, eh ben, quand on fait écouter au bébé, ça ne marche pas. Parce que justement, c'est pas le bébé qui va influencer justement la prosodie de la voix, mais c'est la prosodie de la voix qui est créée en avance, et donc ça ne marche pas. C'est là où on voit en fait que l'interaction va être essentielle pour le développement du tout petit, parce que c'est dans cette interaction qu'il va se jouer plein de choses. Le problème, c'est que justement, lorsque vous êtes surexposé à un écran, eh ben, ce temps passé devant l'écran, c'est du temps qui n'est pas passé en interaction. Et c'est là où on parle justement du fait que l'écran peut faire écran à la relation. Alors après, il faut faire attention non plus à pas tomber trop dans les excès. Il y a une théorie qui a existé pendant longtemps, enfin qui existe encore d'ailleurs, qu'on appelle la théorie de la substitution. Donc le principe de parce que petit est sur la télé, il ne pourra pas en fait développer ce genre de choses. On se rend compte aujourd'hui que la théorie de la substitution, elle peut, un peu être critiquée dans le sens où des enfants qui sont, sur les écrans, mais qui vont avoir des activités à côté en interaction et tout ça de qualité, vont pouvoir développer en fait, des capacités que, ceux qui ne sont pas devant les écrans, mais ne sont pas dans des interactions non plus, bénéfiques pour eux, ne vont pas développer. Donc en fait, finalement, le but c'est je prends un exemple tout bête, hein, d'ailleurs pour expliquer ça. Vous savez, il y a pas mal de psychomotes qui racontent, hein, qu'aujourd'hui, on se rend compte que certains enfants, sont capables de faire des jeux d'encastrement sur tablette, donc prendre le cube numérique, le mettre dans le carré et tout ça, mais ne sont pas capables de le faire avec des vrais jeux d'encastrement. Le faire sur tablette, ça va développer plein de choses, évidemment, mais par contre, il y a plein de choses qui ne seront pas développées, notamment le rapport, enfin l'appréhension de l'objet, de l'espace, le fait vraiment de pouvoir, peser, tout ça. Donc, tout ce qui est en lien avec le corps, avec les 10 doigts, essentiel pour le développement du petit. Mais c'est pas parce que l'enfant sait le faire sur tablette qu'il sait pas le faire en vrai. Si on lui a jamais fait faire en vrai, il ne saura pas le faire en vrai. Et le faire sur tablette ne lui apprendra pas à le faire en vrai. La théorie de la substitution pourrait presque dire en fait, parce qu'il le fait sur tablette, il ne sait pas le faire en vrai, alors que non. Si petit bébé joue sur tablette et fait des jeux d'encastrement, il apprendra des trucs par rapport à ce que la tablette lui apprend, mais par contre, il apprendra rien par rapport à ce que fait un vrai jeu d'encastrement. Donc l'objectif, c'est qu'il puisse avoir en fait ces rapports-là. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et en fait, ça, c'est ce qu'on expliquait beaucoup en fait dans, les moments de prévention, quand on faisait de la prévention sur, la question justement de l'usage des écrans, de l'exposition aux écrans, de la surexposition. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous connaissez bien. Mais, du coup, en fait, depuis quelques années maintenant, on se rend compte qu'il y a un point qui était moins traité et qui pourtant est essentiel, et c'est cette fameuse technoférence parentale. Qu'est-ce que c'est que la technoférence parentale? Justement, c'est, on va dire, le fait que l'usage des outils technologiques, notamment le smartphone, par les parents, va avoir en fait un impact sur le développement de l'enfant puisque en fait, il va casser la relation directe qu'il peut y avoir entre le parent et l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de super important. Ça veut dire que, oui, évidemment, si on comprend bien ce que je dis depuis tout à l'heure avec la question de on est sur de la corrélation et non de la causalité.
On est sur le fait que l'enfant a besoin d'interaction, a besoin de regard, a besoin de jeu à deux et que l'écran peut faire écran à la relation. On se rend bien compte qu'un enfant devant un écran, bah oui, oui, ça peut le faire, mais qu'un parent devant l'écran, ça va faire la même chose finalement. Et ça, en fait, c'est super important parce que nous, adultes, on passe énormément de temps aussi sur les écrans. Et d'ailleurs, à tel point que ça alarme certains enfants. Je j'ai plus les chiffres en tête, mais j'en parle à un moment dans le livre, mais il y avait une étude, où on interrogeait les adolescents sur, les consommations d'écran dans les familles et il y avait un nombre assez important d'ados qui expliquaient que, bah, eux, ils aimeraient bien pouvoir retirer le téléphone portable de leurs parents. Parce que c'est vrai que nous, parents, on est aussi très souvent, en fait, devant notre téléphone pour, lire nos notifs, pour aller faire d'autres choses, pour s'évader un peu importe. Et ça, en fait, bah, c'est justement quelque chose qui va venir aussi couper court à la relation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le still face. C'est des études qui ont été menées, où on fait interagir, une maman et son tout petit et justement la maman et son petit jouent ensemble, rigolent, s'amusent et à un moment on demande à la maman de se mettre en position de still face, donc visage totalement fermé, sans aucune émotion, qui ne montre rien. Ce visage froid, en fait, va commencer par angoisser le petit qui va essayer d'activer un peu le visage de la mère en essayant de le faire bouger, de faire quelque chose ou autre. Et si la mère reste en position de still face, alors le tout petit, en fait, va se refermer sur lui-même et couper court à cette relation qui est beaucoup trop anxiogène pour lui. Pourquoi j'en parle? Parce que en fait, il y a quelques années, eh ben, des études ont montré qu'un parent sur son smartphone va avoir les mêmes impacts, finalement qu'un parent en position de still face. Quand vous êtes sur votre smartphone, bah, vous montrez un visage froid, sans émotion, sans interaction et ça explique pourquoi est-ce que peut-être que vous avez déjà vécu cette scène, moi je la vois assez couramment dans le métro, un parent qui est sur son téléphone avec le petit à côté de lui dans le métro, le petit qui se met à hurler, le parent range son téléphone et s'occupe de son petit, le petit va beaucoup mieux. Le parent, reprend alors son téléphone pour repartir dans ses activités et le petit se remet à hurler. Parce qu'en fait, finalement, les hurlements du petit viennent justement pour appeler à ce qu'il y ait un échange de regards, à ce qu'il y ait de la conversation, à ce qu'il y ait de l'échange ou des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est super important parce que depuis, alors je crois que c'était en 2017, hein, si ma mémoire est bonne, que Brandon T. McDaniel a parlé de la technoférence parentale. Il y a quelques études qui sont sorties à ce sujet et qui peuvent être très intéressantes pour montrer à quel point, bah oui, ça va avoir des impacts. Les études ont montré, par exemple, que lorsque les parents à table pendant le repas sont sur leur téléphone portable ou sur les écrans en général, les enfants vont goûter moins d'aliments. Les enfants vont, même des fois, si c'est dans des lieux publics comme un restaurant ou autre, avoir des comportements un peu plus à risque, ou être moins en interaction. Un des lieux où la technoférence parentale a été le plus étudiée, c'est les parcs de jeux pour enfants. Ce qui est pas étonnant parce que c'est des moments, déjà, bah, c'est des lieux qui sont très faciles, pour mettre en place des, études observationnelles. Parce que du coup, bah, on peut se caler là, regarder, interviewer des gens et tout ça. Donc d'un point de vue, on va dire, expérimental et recherche, c'est, déjà plus facile. Mais aussi parce que ce sont des lieux super importants dans le développement de l'enfant. Parce que c'est là où à la fois il va y avoir des interactions entre les parents et les enfants, c'est à la fois où il va y avoir des interactions entre les enfants et d'autres enfants, travailler la sociabilité, travailler, le rapport intersubjectif, l'empathie et plein d'autres choses. Et ben, les études ont montré que, lorsque les parents dans les parcs de jeux pour enfants sont sur leur smartphone plutôt qu'être en interaction ou avoir le regard posé sur l'enfant, les enfants vont par exemple avoir aussi plus de comportements à risque, un peu comme pour rappeler, hein, le regard du parent finalement, moins de comportements prosociaux, donc moins aller vers les autres aussi et plein de choses comme ça. J'en parlais aussi, hein, parce que je disais que, ça a un impact sur tout type d'âge aussi, hein, parce que, il y a une étude qui était sortie aux États-Unis où vous savez là-bas, un des sports, nationaux, c'est le baseball. Donc pour expliquer très rapidement, le baseball, vous tapez dans une balle et puis ensuite, tant que la balle est en l'air, vous pouvez faire un tour du terrain pour marquer un point. Bon, j'explique, très rapidement, mais en gros et en fait, il y a une étude qui est sortie qui avait montré que, lorsque, il y a des matchs de baseball avec les parents qui sont dans les gradins, si les parents, en fait, sont sur leur téléphone plutôt qu'à regarder leurs petits et ben, en fait, les enfants ont plus de chances de se casser la figure quand ils font le tour du terrain, que si les parents, en fait, les regardaient. Donc, on voit finalement que cette question de la relation, de l'interaction et du regard est extrêmement importante. Les Allemands l'avaient remarqué, hein, il y a quelques années maintenant, une campagne allemande était sortie et qui disait quelque chose du genre, «Votre enfant a besoin de votre regard, non, combien de fois avez-vous regardé votre enfant dans les yeux aujourd'hui?»
C'était une des préventions qui était sortie, justement sur la question de la surconsommation des écrans et tout ça, et qui cherchait plutôt que de montrer le négatif, à montrer le positif. Ça veut dire, bah oui, plutôt que de s'axer sur quels sont les risques ou les dangers ou autres, on va s'axer sur le fait de remettre un peu du regard là-dedans. Nous, à 36912, on a fait pareil. On a fait, il y a quelques années, une campagne d'affichage qui dit «Votre enfant a besoin de votre regard, ne laissez pas un écran s'interposer entre vous et lui». Et là, Yapaka a proposé dernièrement sa campagne aussi avec ces 4 affiches qui sont aussi sur cette question-là. Donc on se rend compte aujourd'hui que la question du regard, des échanges parents-enfants, en fait, sont des questions essentielles pour le développement du petit, pour le développement des relations parents-enfants, et que c'est justement notre rôle, en fait, aussi en tant que, professionnels, que de pouvoir véhiculer ce message et faire attention à ça. Par exemple, je parle pour mon cas, mais c'est vrai que la place du téléphone portable dans les salles d'attente pour les psys, les médecins ou autres, c'est toujours une place à questionner. Moi, je mets pas mal d'affiches là-dessus dans les salles d'attente pour essayer de faire réfléchir les gens, et j'essaie de discuter de ça avec eux, sur le fait que, oui, c'est pas forcément le mieux. Pareil pour le restaurant. Filer, aux gamins un téléphone pour qu'ils soient plus calmes, c'est pas forcément une bonne chose. On va dire que l'écran n'est pas une bonne nounou, contrairement à ce que certains, essaient de mettre en place, quoi. Et en fait, ça, c'est un peu toute la première partie du livre où, j'aborde un peu toutes les études, qui sont sur, la question, justement de l'imitation, du regard, de la technoférence, de l'impact des écrans sur les enfants. Et après, l'idée, c'est, de chercher à ouvrir un petit peu, quelques questionnements. Donc en fait, après, toute cette partie-là, j'essaie de montrer un peu avec, quelques cas cliniques, quelle place peut occuper le téléphone portable dans les familles. Donc, si ma mémoire est bonne, hein, il y a 2 cas que j'aborde. Je dis ça parce qu'en fait, il y en a tellement dont je pourrais parler. Là, j'ai dû en choisir, juste 2. Donc, un jeune papa, qui, vient, voir le psy parce que, sa femme lui fait comprendre qu'il est trop sur son téléphone, et qu'il joue jamais avec, son petit. Et en fait, finalement, on se rend compte que, au bout de quelques séances de thérapie, que le problème, chez le papa, c'est que depuis la naissance du petit, le couple bat un peu de l'aile, les choses sont assez compliquées, et que le papa se sert énormément, en fait, du téléphone pour fuir les conflits familiaux et surtout les conflits de couple. Et du coup, le moment où il arrive à se rendre compte de ça, c'est beaucoup plus simple pour lui de se détacher du téléphone parce qu'il arrive à comprendre que le téléphone n'était pour lui qu'un point de fuite, que quelque chose qui lui permettait en fait d'éviter, d'avoir à se confronter aux difficultés qu'il pouvait avoir avec sa femme. Et c'est là où ensuite, la thérapie a permis un autre espace pour pouvoir parler de ces histoires-là, et qu'il puisse laisser le téléphone de côté, et justement qu'il puisse passer beaucoup plus de temps avec son petit, justement parce que, il avait plus besoin, de ce refuge-là qui était un refuge quand même très, très poreux finalement, puisqu'il avait trouvé un autre espace pour pouvoir en discuter. Et une autre maman qui, elle, est une maman, avec, 2 enfants, handicapés, qui présentent des troubles du comportement très importants, et qui est toute seule, un ex-mari qui est jamais présent, qui s'occupe pas de la vie familiale et surtout des côtés administratifs, parce que quand vous avez 2 enfants handicapés, c'est pas facile. Pas de famille à côté d'elle, très peu d'aide, et qui, culpabilisait énormément parce qu'elle se rendait compte que, elle n'arrivait pas à passer elle n'arrivait pas à jouer avec ses enfants, et que quand les enfants l'appelaient pour jouer avec elle, avec des petites voitures ou des choses comme ça, très vite, elle se réfugiait dans son téléphone portable pour aller lire, justement, des choses, peu importe ce qu'elle faisait, il fallait juste qu'elle soit sur son téléphone portable. Et en fait, justement, après en avoir parlé, elle et moi, on s'est rendu compte que le problème venait pas du téléphone portable, c'était pas elle avait pas besoin d'aller sur le téléphone portable, mais le problème était dans le fait que elle s'occupait tellement de tout ce qui était, organisationnel, administratif, tout ça, que, le temps de jeu avec ses enfants l'angoissait. Il y avait quelque chose de très difficile d'être simplement, une maman qui joue, et que, c'est dans ces moments-là que, elle avait l'impression qu'il était important qu'elle trouve du temps pour elle, et finalement, on a réussi avec la thérapie à travailler ensemble sur le fait que, s'étendre pour elle avec, sur son téléphone. Pour, elle, ce qu'elle faisait beaucoup, c'est elle lisait des BD, et des, livres, et des livres en accès libre, et que ça, elle pouvait le faire, quand les enfants étaient couchés finalement, parce que oui, elle avait quand même besoin de temps pour elle et d'espace pour elle, ce qu'elle n'arrivait pas à trouver, mais que c'était important aussi qu'elle profite de ce temps avec ses petits. Donc en fait, ces 2 cas cliniques sont là pour montrer quand même une chose importante, c'est que, encore une fois, si on questionne l'écran, si on met l'écran en place de mauvais objets,
Bah, c'est un peu le niveau zéro de réflexion, quoi. Désolé pour les collègues qui font ça, mais c'est vrai, quoi. Ça veut dire, en fait, que, si vous vous dites directement: «Ah bah tiens, oui, en même temps, il est tout le temps sur le téléphone, il est tout le temps sur les jeux vidéo», bah, ouais, enfin, qu'est-ce qu'on en dit? Ça veut dire quoi? Et ça, je prends un exemple très bête. Moi, comme je vous dis, ça fait des années que je bosse surtout sur la question des jeux vidéo. Quand on est en institution de soins et qu'on nous présente le cas d'un nouveau gamin qui arrive et qu'on nous dit: «Il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo», moi, la première question que je pose tout ce temps, c'est: «Bah, il joue à quoi?» Parce que c'est pas du tout la même chose de jouer à des jeux de simulateur de voiture que de jouer à des jeux de guerre, que de jouer à des jeux de gestion ou des choses comme ça. C'est même pas la même chose de jouer en ligne ou de jouer hors ligne, par exemple. Et sauf que quand je posais cette question, souvent on rigolait: «Ah bah ouais, Olivier, il s'intéresse aux jeux vidéo, alors il pose des questions comme ça». Bah non, en fait, pas du tout. C'est juste que ce n'est pas la même chose et que l'important, c'est de s'intéresser un petit peu à nos patients et de comprendre un petit peu que chez chacun, en fait, il y a, des consommations différentes, il y a des rapports aux outils différents et que ces consommations, ces rapports viennent dire quelque chose de la vérité du sujet aussi. Mettre directement l'objet en mauvais objet, bah, c'est, laisser de côté tout un pan énorme, en fait, de la vérité du sujet et de la clinique et c'est des fois regarder un peu trop à côté et de penser que alors, supprimer simplement l'écran, résoudra tous les problèmes. Je prends un exemple tout bête, hein, les «anti-écrans» entre guillemets utilisent souvent cet argumentaire, des parents qui laissent, 4-5 heures par jour leur bébé de moins de 2 ans devant la télévision. Alors déjà, heureusement, c'est quand même pas très courant, mais bon, si ça arrive, bah, malheureusement, oui, c'est vrai que ça arrive. Mais imaginez-vous bien quand même que si des parents laissent des enfants de moins de 2 ans 4-5 heures par jour devant la télévision, le problème ne vient pas de la télévision. Il doit y avoir une difficulté au niveau du lien parent-enfant pour que les enfants laissent aussi longtemps un bébé devant la télévision. Et la question qu'on se poserait, c'est mais si on supprimait la télévision, est-ce que le risque ne serait pas justement bah, que les parents le laissent 4-5 heures devant un mur blanc? Et finalement, les conséquences seraient les mêmes. Donc c'est ça, en fait, qui est aussi important à comprendre. C'est que lorsque l'écran fait écran dans la relation, ça vient souvent cacher quelque chose. Ça vient souvent, en fait, jouer quelque chose de l'ordre de la relation, surtout entre les parents et les tout petits. Pour les ados, après, c'est quelque chose d'autre qu'on va questionner autrement, mais en tout cas, c'est extrêmement important à prendre en compte comme ça. Donc toujours questionner aussi, bah, voilà, qu'est-ce que l'écran vient jouer? Ça, c'est plus la partie entre guillemets pour les professionnels parce que, dans un cas de prévention, on n'est pas là pour dire: «Mais foutez vos écrans à la poubelle ou dans la cave le temps que vos enfants grandissent». Déjà, ça serait totalement, irréalisable et surtout ça serait idiot parce qu'on supprimerait des choses qui seraient pourtant très pertinentes et justement la question c'est de venir comprendre un petit peu ce que cet usage vient jouer. Et après, bah, justement, un autre passage qui m'a intéressé, que j'avais déjà travaillé il y a quelques années pour, un colloque, sur, le téléphone portable qu'ils avaient appelé le pharmaphone et en fait, ce passage-là du livre, est inspiré de cette intervention que j'avais faite en colloque, que j'ai appelé, «Qui regardons-nous?» Où en fait, la question alors c'est un tout petit passage, hein, mais c'est juste pour, amener la réflexion finalement, c'est, de se demander finalement, oui je lis dans le dans le chat, ce serait dommage de ne plus jouer à Overcooked en famille. Bah, par exemple, voilà, ça c'est, Overcooked, Mario Kart, Mario Party ou des choses comme ça, c'est incroyable et moi je conseille totalement. Overcooked m'a sauvé du confinement moi par exemple, hein, enfin c'est pas le seul, mais il y a participé. En tout cas, le point à comprendre, c'est, que en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est encore une fois la place que va jouer finalement le téléphone portable et d'ailleurs, c'est marrant, je parlais du confinement juste avant. Quand on prend en compte ce qui s'est passé au moment du confinement, donc le confinement de mars 2020 là, oui, le HCSP, au Conseil de santé publique, a montré qu'il y avait une explosion, hein, de la consommation d'écran. Bon alors, les chiffres sont un petit peu faussés parce qu'ils prenaient en compte aussi le temps de travail passé sur les écrans, le temps à remplir ses feuilles d'impôts et tout ça, d'accord, mais en tout cas, bien évidemment qu'il y a eu plus de consommation d'écran et donc on se questionne, qu'est-ce qui a pu faire que, les écrans, ont été beaucoup plus consommés à ce moment-là. Le premier truc qu'on a remarqué, c'est que les écrans étaient servis pour faire du lien, un peu comme on fait aujourd'hui. Donc sauf Mmh. que là, bon, c'est sur le plan professionnel, là, on utilise des écrans pour faire un webinaire et tout ça, mais au moment du confinement, bah, les apéros Zoom, les appels Skype ont explosé. Chacun appelait, ses parents, ses proches, ses amis, la famille ou autres pour, bah, essayer de garder le lien avec les gens extérieurs pour qui on s'inquiétait, qu'on ne voyait plus, qui nous manquaient ou des choses comme ça. Donc déjà, l'écran servait à faire du lien. Mais à l'inverse, l'écran servait aussi à couper aussi un peu le lien. Parce que rappelez-vous quand même,
ce confinement, on s'est rendu compte que c'était très dur pour les ados de rester confinés avec leurs parents, mais on s'est aussi rendu compte à quel point c'était très dur pour les parents de rester confinés avec leurs gamins. Le nombre de parents qui se sont plaints en disant que l'école, les crèches et tout ça leur manquait parce que c'était pas facile d'être parent à temps plein. Et bien évidemment, ça c'est sûr que c'est pas facile d'être parent à temps plein. Et à ce moment-là, les écrans ont aussi servi finalement à couper. Ça veut dire que quand la relation devenait trop intense aussi avec ceux avec qui on était confinés, eh ben, les écrans nous permettaient de nous évader un petit peu et de casser un petit peu cette relation trop proche et trop envahissante qu'on pouvait avoir du fait du confinement. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer un petit peu dans ma clinique et c'est là où j'essaie d'ouvrir un petit peu avec cette hypothèse. C'est l'impression que finalement, ces smartphones, ces écrans et tout ça vont avoir ces 2 intérêts quand on pense juste au niveau de la parentalité. Avec les tout petits, je me rends compte que très souvent, les parents vont se servir des écrans justement pour, couper un petit peu des fois de cette relation avec le petit qui peut être, anxiogène, débordante ou autre, pour plein de raisons. Ça va être toujours éminemment subjectif. Alors que justement, on pourrait se servir des écrans pour d'autres choses. On pourrait se servir des écrans en tant qu'objet de médiation, jouer ensemble, faire quelque chose ensemble, partager quelque chose à travers l'écran, mais ne surtout pas s'en servir justement pour couper le lien. Avec les ados, bah, j'ai vu un peu l'effet inverse. Ça veut dire beaucoup de parents qui, se servaient des écrans pour, garder le lien. Il faut savoir par exemple que, selon une étude qui est sortie il y a pas longtemps, la majeure partie des ados qui demandent un téléphone portable, la première raison pour laquelle ils en veulent un, c'est pour, garder le lien avec les parents et faut savoir que quand on écoute les, retours des enseignants, hein, souvent ceux qui passent le plus de coups de téléphone aux gamins pendant les cours, ce sont les parents. Donc, on se rend compte, hein, qu'il y a de plus en plus de parents qui, vont des fois dans un truc très intrusif, à regarder l'historique de leurs gamins sur internet, à les suivre par GPS, à faire des choses comme ça. Et ici, les écrans finalement servent à compenser l'angoisse d'avoir un ado, parce que au moment de l'adolescence, c'est le moment où l'ado commence à se détacher de nous, qu'il est plus pareil, qu'il a changé, qu'il commence à plus avoir les mêmes goûts que nous, qu'il commence à, se diriger vers d'autres gens, qu'il commence aussi à s'autonomiser et qui commence à, grandir finalement et ce qui fait peur aux parents et c'est normal parce que c'est un des premiers deuils qu'on va faire dans la relation parentale et en fait l'écran ici va servir finalement à garder ce lien. Donc d'où le fait que, par exemple, au tout début de 3-6-9-12, un des conseils qu'on donnait souvent, c'est: «Ne soyez pas amis avec vos enfants sur les réseaux». Alors aujourd'hui, on le donne plus parce que de toute façon les jeunes ont trouvé comment faire. Aujourd'hui, vous savez, hein, par exemple, que Facebook, c'est le réseau des vieux, hein. Les jeunes ne sont plus sur Facebook parce que, bah, nous, les vieux, on est sur Facebook, donc ils se barrent, c'est évident et donc ils vont sur, Instagram. Sauf que là, les vieux arrivent sur Instagram, donc ils se barrent sur TikTok et là, aujourd'hui, ils sont tranquilles parce qu'à chaque fois, quand on entend les adultes parler de TikTok, on répond: «Oh moi, j'y comprends rien à ce réseau», donc ouais, c'est bon, c'est parfait. Ils peuvent rester dessus alors parce qu'au moins, ils savent que nous, on n'ira pas dessus. Mais donc en tout cas, voilà, le but, c'est de se rendre compte que, les écrans vont toujours, en fait, pouvoir être utilisés dans un rapport, finalement au lien. Et c'est d'ailleurs ça, quand je dis, souvent, bah, on est tout le temps le nez sur notre téléphone portable. On prend les ados, on prend les adultes, c'est pareil. L'idée c'est, bah, pourquoi est-ce qu'on est dessus? Et très souvent, c'est la question du lien à l'autre. Est-ce que quelqu'un a pensé à moi? Est-ce que quelqu'un m'a écrit ce message? Est-ce que quelqu'un a mis un j'aime à ma publication? Et d'ailleurs, regardez un peu toutes les angoisses que vous ressentez quand vous avez plus de réseau ou quand vous avez plus de batterie. Mais comment je vais faire s'il y a un souci avec mes enfants? Comment je vais faire si mon père tombe, et que je ne peux pas le relever parce que je peux pas répondre? Comment je vais faire si, la nounou m'appelle et que je peux pas répondre? Peu importe, c'est toujours en lien finalement avec une question du lien et avec une question du rapport à l'autre et de l'appel à l'autre et du désir de l'autre. Et donc ça aussi, c'est un point qui m'intéressait un petit peu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait un peu dans ce rapport-là que les gens entretiennent avec le téléphone portable. Et puis enfin, la fin du livre est justement basée sur, les discours de notre association 36912, un petit rappel en fait sur, les conseils, qu'on peut donner dans notre campagne de prévention. Mais ça, vous aurez plus d'infos sur, le site, 36912 plus, hein, qui est en ligne. On a aussi une newsletter qui est, gratuite, à laquelle vous pouvez vous inscrire avec, justement les fameux, «Avant 3 ans, jouons, parlons, arrêtons la télévision». Entre 3 et 6 ans, limitons les écrans, partageons-les, parlons-en en famille. De 6 à 9 ans, créons avec les écrans, expliquons aux jeunes internet. De 9 à 12 ans, apprenons-lui à se protéger et à protéger ses échanges et après 12 ans, restons disponibles, il a toujours besoin de nous. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un espèce de, ça fait quoi? 1, 2, 3, il y a quatre pages qui résument un petit peu cette campagne de prévention. L'objectif, c'est surtout d'intéresser les professionnels qui veulent justement,
avoir quelques billes pour accompagner un peu les parents qui les suivent et de pouvoir justement échanger avec eux à ce sujet-là. Et justement, l'objectif, c'est de comprendre que on a tous un rôle à jouer, que ce soit en tant que parent et que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant que parents d'élèves avec qui peuvent discuter avec d'autres et tout ça, de tenir en fait un discours qui s'éloigne un peu des extrêmes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, donc avec soit l'écran c'est parfait, soit l'écran c'est la mort, et qui justement vont essayer d'avoir un discours plus neutre, plus plus juste en fait, et finalement qui va chercher bien plus que d'attaquer l'écran en lui-même, de de justement, en fait, chercher à comprendre ce que l'écran vient jouer là-dedans et de rappeler, en fait, à tous que ce qui compte le plus, c'est, justement la question du lien. Et un exemple que j'aime bien donner, quand je fais de la prévention, j'explique souvent aux parents, on conseille souvent de pas manger, de pas allumer la télé pendant le temps du repas. Parce qu'aujourd'hui, le temps de repas, c'est très souvent, le temps où tout le monde est réuni dans la famille. Ça veut dire ce moment d'échange, ces rares moments d'échange en famille où tout le monde peut discuter, raconter ce qui s'est passé la journée ou des choses comme ça. Le problème, c'est que si la télé est allumée, généralement, c'est la télé qui va être la seule à parler et donc la communication va être un peu caduque, quoi. Alors je parle des écrans, mais ça marche avec tout, hein. Si papa et maman sont en train de lire le journal pendant le repas, la communication, elle est cassée aussi. C'est juste que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est souvent l'écran qui va occuper cette place-là. Mais encore une fois, on parle toujours de questions de relations et d'interaction. Et quand on dit éviter la télé pendant les repas, on dit pas arrêter les soirées du samedi soir devant, une émission télé que vous aimez ou devant un film que vous aimez ou des choses comme ça. Parce que le plateau pizza, devant un film, d'action en famille, ça c'est un moment sympa où vous avez choisi en avance le film, où vous êtes assis différemment, où vous communiquez, où vous échangez, où vous parlez de ce que vous êtes en train de regarder et où il y a un temps partagé. Et donc en fait, finalement, c'est ça qu'il faut penser. C'est que c'est encore une fois l'usage qu'on en fait, bien plus que l'outil en lui-même. Alors souvent, quand je donne ce conseil-là, j'imagine que les diététiciens et les nutritionnistes, ils me regardent avec des yeux comme ça, parce que je conseille de bouffer une pizza ensemble tous les samedis. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de comprendre que c'est nous, ce qui nous intéresse, les psys en tout cas, c'est de comprendre qu'il faut mettre du lien, il faut de la relation et que les écrans peuvent servir à créer du lien et à l'entretenir et que c'est comme ça en fait qu'on doit pouvoir justement s'en occuper. Je vois une remarque pour confirmer ce que je dis. Je co-dirige une ludothèque au sein de laquelle nous avons demandé aux parents de ne pas utiliser leurs écrans pour toutes les raisons que vous avez explicitées. C'est un combat quotidien malgré l'accord et la compréhension des parents. Les parents ont beaucoup de difficultés à délaisser quelque temps leurs écrans. En effet, souvent, quand on parle de la question du cadre des écrans, comment savoir les arrêter ou des choses comme ça, je donne souvent, aux parents, des conseils disant par exemple: «Bon voilà, avec les ados, vous mettez une règle, après, telle heure, on arrête tous, le téléphone portable. Donc, on met un saladier sur la table et chacun pose son téléphone dans le saladier et puis vous le reprenez demain, quoi». Et en fait, bon ça c'est généralement c'est un conseil qui marche très bien, mais il y a des ados qui vont avoir plus de difficultés à savoir, respecter en fait ce cadre. Et ça, c'est justement les ados qui peuvent avoir des difficultés avec la limite, avec le cadre, ou les parents qui peuvent avoir des difficultés à en poser aussi. Et dans ces moments-là, moi, ce que je conseille, c'est d'institutionnaliser la règle. Ça veut dire que la règle va autant impacter les parents que les enfants. Et donc là, on se dit, à partir de 20 h, tout le monde, parents y compris, met son téléphone dans le saladier et le récupérera le lendemain. Et quand je fais ça, je me rends compte que, souvent, c'est les parents qui râlent plus que les enfants et que les ados quand on pose cette règle-là. Parce que justement, il y a aussi une difficulté pour nous adultes de, se séparer de cet objet et c'est là où justement c'est intéressant de se poser la question: «Mais qu'est-ce que ça vient jouer là? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous de nous en séparer? Qu'est-ce qu'il vient occuper comme place finalement, dans notre vie, quoi?» Est-ce que le visage qui se ferme des ados devant les écrans coupe aussi la relation avec les parents? Alors bon, le visage des ados qui se ferme, finalement, ça c'est un truc aussi propre à l'adolescence. Mais, en tout cas, l'objectif, c'est de toujours rappeler un truc, hein, c'est que l'ado, il a besoin de ses parents, mais il a également, en fait, besoin, d'espaces autres. Et en fait, d'ailleurs, aujourd'hui, ces espaces autres, il va les trouver un peu partout. Il y a des ados qui sortent moins, mais qui vont beaucoup plus dans les mondes numériques aujourd'hui. Donc ce qui rassure d'ailleurs pas mal les parents, parce que les parents savent au moment où ils ont toujours un regard sur eux. Mais, c'est pas parce que l'ado sort moins qu'il a pas besoin de rapports sociaux, en fait. Et d'ailleurs, les outils numériques, réseaux sociaux, jeux vidéo en réseau ou autres, vont être investis de cette manière-là. Il y a des sociologues aujourd'hui qui parlent de Fortnite, par exemple, comme ce que pouvaient être les skateparks il y a dans les années 90-2000. Donc ces lieux
où on se retrouve entre pairs, sans adultes, pour pouvoir en fait justement se socialiser différemment, échanger, apprendre le monde, découvrir les autres et tout ça. Et ça, en fait, il faut bien comprendre que c'est pour ça que la majeure partie des ados vont très généralement jouer aux jeux vidéo en réseau, parce que ce qu'ils cherchent en fait à travers les jeux vidéo, c'est le contact social bien plus que l'excitation provoquée par la pratique vidéoludique. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre. Et donc, en fait, quand les ados sont devant leurs écrans, très généralement, ils sont en fait en communication avec les autres. Quand vous êtes à un repas de famille, le grand repas de Noël, parce que ça arrive bientôt et que, justement, c'est le repas de Noël où il y a toute la famille qui est réunie, où il y a, tonton qui fait des blagues racistes, où il y a papy qui entend rien, où il y a, maman et papa qui se disputent, enfin voilà, et que vous voyez votre ado qui fait la tronche devant son téléphone portable, bah oui, bien évidemment, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il envoie un texto à ses copains en disant: «Je suis encore en repas de famille et ça me fait chier, quoi». Mais en fait, en faisant ça, il est en train de que justement chercher à créer du lien avec les autres et comme nous, on l'aurait fait si on n'avait pas eu, si on avait eu des téléphones portables à leur âge. Par contre, l'objectif en tant que parent, c'est de comprendre que cet usage des écrans pour les ados peut être, important, parce que justement, ils participent à leur socialisation, mais que c'est pas pour autant en fait qu'il faut pas le cadrer non plus et faire en sorte qu'il puisse y avoir des interactions autres avec la famille, par exemple. Quand on dit aux parents, enfin, imaginez par exemple un ado qui vous dit: «Est-ce que je peux sortir faire un foot ce soir?» On va pas lui dire: «Bah, tu reviens quand tu veux, hein», parce que sinon il va revenir le lendemain, hein, parce qu'après le foot, il va aller manger un kebab avec les potes, il va dormir chez eux et tout ça, quoi. Et c'est pareil avec les écrans. En fait, avec les écrans, c'est important aussi de pouvoir caler un cadre, de pouvoir dire quand est le début, quand est la fin et de pouvoir faire en sorte que ce cadre ne vienne pas juste cadrer par rapport à, temps de travail, temps de dodo, temps de douche et temps d'écran, mais que aussi, il y ait des temps, de moments partagés, de moments plaisants ou autres qui existent aussi pour pouvoir justement faire en sorte que le lien existe. Parce que c'est important pour les ados d'être avec les amis et plus l'ado va grandir et plus il aura besoin de temps avec ses pairs, mais c'est pas pour autant qu'il faut, participer justement à la coupure du lien entre, parents et ados. Donc c'est important aussi de faire attention à ça et de se rendre compte que, peu importe comment on utilise l'écran, encore une fois, l'écran peut être utilisé pour faire du lien, il peut être utilisé pour, couper la relation et l'objectif, c'est, de trouver, les meilleurs moyens, en fait, de s'en servir. Alors, bien sûr, laisser du temps aux ados pour couper un peu la relation avec les parents parce qu'ils ont besoin aussi d'être avec les autres, mais laisser toujours aussi cette possibilité, justement, de d'être ensemble et de faire des choses ensemble, quoi. Voilà, ça fait 47 minutes. J'ai réussi à Oui, tenir et à oui. respecter le temps, le temps qu'on m'avait imparti. Merci beaucoup. Ben, je trouve que c'est extrêmement riche et plein d'appuis concrets. Donc, je trouve que ça aide vraiment beaucoup à réfléchir. Et sans doute que ce que j'avais envie de repointer, c'était aussi ce que tu as évoqué au moment de la salle d'attente, etc. C'était sans doute aussi dans nos métiers de la rencontre avec les familles, les enfants, les parents, de se sentir légitime de questionner cet usage des écrans. Parfois, peut-être, comme on se sentirait légitime de demander si l'enfant dort bien, s'il a assez d'heures de sommeil, est-ce qu'il mange, comment il se sent avec les copains, comment ça se passe à l'école, etc. De se dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, nos pratiques professionnelles doivent aussi prendre en compte la place des écrans. Mais comme tu le dis de nouveau, pas tant le nombre d'heures, etc., mais réellement ce qui se passe sur les écrans quand ils sont dans nos vies de famille, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est important d'y penser en tant que pro aussi. Moi, je prends mon exemple, je bosse en hôpital de jour et c'est toujours questionnant de voir, des éducs, des psys, infirmiers ou autres qui sont sur leur téléphone avec les enfants à côté. Parce que, là, il y a pas de relationnel, et donc généralement, c'est pour écrire des messages perso, pour faire des trucs dans leur monde ou autre et finalement, c'est pas notre but en tant que pro parce que notre but, c'est d'être dans l'interaction avec les enfants. Mais par contre, je fais pas partie de ceux qui, vont conseiller de mettre les téléphones au vestiaire. Parce que moi, au contraire, dans mon hôpital de jour, je m'en sers beaucoup de mon téléphone. Mais moi, je m'en sers parce que je suis avec un jeune et je lui dis: «Ah
bah tiens, attends, regarde, on va regarder une vidéo ensemble et je sors mon téléphone et on communique, on regarde ensemble. Ou alors, ah bah tiens, j'ai téléchargé une petite application, viens, on peut jouer ensemble tous les deux, peu importe. Ou alors, la dernière fois, avec une collègue, on a sorti le téléphone et on a commencé à faire du stop motion avec les petits Playmobil qu'avait un enfant et on a commencé à créer un film. Donc, en fait, je fais pas partie de ceux qui disent il faut mettre les téléphones dehors, parce qu'au contraire, on peut en faire des choses incroyables, mais par contre, qui est toujours de questionner, mais qu'est-ce que vous faites dessus? Parce que si par contre vous êtes sur votre téléphone et que ça coupe le lien à la relation, bah là, c'est pas un usage raisonné. Et donc, la question, encore une fois, c'est toujours de questionner l'usage et de se dire que nous, professionnels, on a tout autant un rôle à jouer quand on bosse dans l'enfance ou dans la petite enfance, déjà dans le discours qu'on va avoir aux parents, mais également dans l'exemple qu'on va donner aux jeunes, et également en fait dans le fait que bah, quand on travaille auprès des enfants, c'est important aussi de pouvoir, justement jouer, sur la relation et de pas couper, court à cette relation, quoi. Mmh mh. Et sans doute qu'un des leviers pour, amorcer ça, c'est d'en discuter en équipe aussi sur nos usages professionnels. Parce que parfois, Mmh. on a tendance à se dire que c'est quelque chose, de personnel uniquement, que c'est une responsabilité personnelle que l'usage des écrans. Mais quand on est dans une institution, dans une collectivité, ça peut se questionner en équipe, Ah bah, oui, locale. oui. Il Mmh. faut que ça fasse partie des temps de réunion d'équipe. De toute façon, moi, je suis pro réunion d'équipe. J'adore, tout le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, donc tout ce qui est, travaillé par, Ouri, Toscaïès, tout Mmh. ça et que Pierre de Lion, aborde très bien et en plus, je sais qu'il a fait des vidéos pour vous en plus donc et que je conseille, grandement. Et ça, c'est très important de savoir que le temps de réunion, c'est un temps essentiel pour tout professionnel de santé, d'éducation, du social ou autre. Ce temps de réunion, permet plein de choses et notamment, on va pas trop rentrer dans les, les concepts psy, mais peut-être que certains ont déjà entendu parler des fonctions phoriques, sémaphoriques et métaphoriques dans une institution. Donc vraiment, tout ce que le patient va jouer et le fait que c'est en échangeant et en communiquant entre collègues qu'on va réussir en fait finalement à mettre en commun et à mettre du sens et à verbaliser autour de chacun et à mieux comprendre la clinique. Mais aussi parce que, la place des écrans est tellement, importante partout dans la vie de tout le monde et dans la vie de nos patients et on peut faire tellement de choses avec que, bah, le fait de communiquer, ça permet, d'échanger ensemble, et d'ouvrir à la créativité de chacun. Avec une amie, on a écrit un article il y a pas longtemps pour un bouquin, le dernier bouquin de Serge Tisseron et Frédéric Tordeau, où justement, en fait, l'article, c'était un appel à la créativité. Ça veut dire, le fait de montrer qu'avec les outils numériques, on peut tout faire ce qu'on veut et tout ce qui compte, c'est juste, de pas se sentir bridé et de s'ouvrir, de se faire plaisir et de voir si ça marche avec les patients. Nous, par exemple, au confinement, je reparle de ça parce que c'était un moment aussi assez, intense, hein, où on jouait à Minecraft entre copains, pour passer un peu le temps et à un moment, on s'est dit: «Bah tiens, pourquoi on recréerait pas notre hôpital, sous Minecraft?» Et on a passé une centaine d'heures à recréer brique par brique notre hôpital de jour et en fait après et ben, je suis allé chez les patients, on leur a installé, le serveur Minecraft sur leur tablette ou autre et en fait, on a joué à distance avec eux dans l'hôpital de jour recréé sur Minecraft, par Mmh. exemple. Mmh. Et en fait, nous, on appelle à cette créativité-là et dans les temps de réunion, ça marche du tonnerre. Je me suis acheté il y a quelque temps, là, je sais pas si vous le voyez là-bas, là, mais ça s'appelle Mario Kart Live. C'est trop marrant. C'est une voiture télécommandée, avec une petite caméra dessus et en fait, vous faites rouler votre petite voiture et en fait, avec votre Switch, vous voyez en fait le la voiture, vous voyez tout le monde alentour et ça rajoute des personnages de Mario Kart et vous faites des vraies courses. C'est de la réalité augmentée, ça s'appelle et c'est incroyable et en fait, moi, une fois en réunion, j'ai parlé de ça, j'ai dit, «Ah bah, je me suis acheté, Mario Kart Live pour Noël, ça me ferait marrer d'utiliser ça, et 2 éducs qui ont sorti: «Bah oui, bah, pourquoi pas, tiens, samedi d'ouverture, on ramène» et on a lancé un concours. On a eu 23 gamins sur 36 qui se sont inscrits au concours. C'était incroyable. Il y a des parents qui sont venus voir et tout ça et on a réussi à faire du lien avec, justement une console de jeu et une voiture télécommandée, truc qu'on n'aurait jamais fait avec une simple voiture télécommandée, hein, quand même. Mais, et justement parce qu'on avait échangé entre nous, parce que jamais, enfin, je me serais dit, «Tiens, je vais faire un truc comme ça, tout seul dans mon coin et ramener tous les gamins de l'institution dans mon bureau» et finalement, c'est grâce à ce moment de réunion et d'échange qu'on a pu, lancer ça. Donc c'est super important de communiquer et de s'autoriser à être créatif et de se dire, voilà, que le plus important finalement avec les écrans, c'est,
si on les place en tant que mauvais objets, on se passe à côté de trucs aussi cool qu'on Mmh. peut faire. Et par contre, bah, voilà, de pas non plus fermer les yeux sur le fait que, bah, comme toute pratique, il y a des côtés négatifs si on fait que ça, si on s'en sert mal ou autre. Et donc, c'est important aussi de connaître les tenants et les aboutissants, quoi. Et de le faire quand même, comme tu l'as précisé, au rythme du développement de l'enfant. C'est pas la même chose avec un bébé de 10 jours Mmh. qu'avec un adolescent de 15 ans. Ouais, Il exactement. Ouais. y a beaucoup de nuances à avoir entre ce qui favorise le développement d'un enfant de 10 jours et l'accompagnement d'un adolescent, quoi. Bah, là vraiment si ça intéresse les gens, c'est tout le travail de l'association 36912, hein, Mmh. et on a vraiment, tout ce qu'il faut, sur notre site en ressources, en vidéos, en explications. Il y a le livre de Serge Tisseron. Il y a et tout ça, c'est vraiment, ce qu'on essaie de travailler sur, justement, une diététique des écrans en fonction des âges et comment penser l'utilisation des écrans, la durée, la Mmh. consommation en fonction de la tranche d'âge dans laquelle est l'enfant. Parce que bien évidemment, c'est pas du tout la même chose d'être avec un tout petit qu'avec un enfant, qu'avec un préado ou qu'avec un ado, tant sur le contenu que sur le contenant finalement, quoi. Oui, oui, et puis c'est aussi justement cet accompagnement qu'on aura tissé tout au long du développement qui va faire sens parce que de nouveau, interdire les écrans jusqu'à tel âge et puis paf, lâcher un truc sans que ça ait gravi des étapes, je veux dire, et des échelons, ça n'a pas d'intérêt non plus. Mmh, C'est-à-dire, exactement. je pense que, donner un smartphone à 12 ans, c'est une chose, mais est-ce qu'on s'est préoccupé de déjà, accompagner l'enfant à la rencontre d'internet avant 12 ans, quand on donne un smartphone à cet âge-là? Voilà. Mmh. Ouais, c'est, en fait, très souvent, moi, j'explique quand on parle de la question du 1er smartphone, que moi je suis pas bien placé pour, dire à quel âge donner le 1er smartphone parce que tout dépend de la situation familiale. Un enfant, de parents divorcés qui à chaque fois qu'il s'appelle, se foutent sur la gueule, et ça crée une dispute, bah oui, peut-être que c'est pas mal de filer un smartphone plus tôt, au moins ça crée du lien. Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est, questionner le pourquoi un Mmh mh. smartphone. Ça veut dire que souvent, par exemple, si les 1res demandes des gamins à la base, c'est pas pour pouvoir jouer aux jeux vidéo sur smartphone. Alors, bah, privilégions plutôt une tablette familiale qui appartient à tout le monde et comme ça on cadre plus facilement. Après, comme je vous dis, au bout d'un moment, il y a aussi la question, ce que les ados disent, hein, de garder le lien avec les parents. Souvent, ça arrive à l'entrée au collège, avec la 6e, quand le jeune Mmh. va commencer à partir, un peu plus tôt. Et en fait, moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est expliquez-le concrètement à l'enfant. Pourquoi? À quel moment? Même en avance, hein, dans 6 mois, dans 1 an, quand tu auras tel âge, quand tu rentreras en telle classe, peu importe. Et faites attention aussi, il faut toujours réfléchir à quel type de forfait, à comment est-ce que ça va être cadré, fixer des règles claires, des choses comme ça, pour pas que le jeune soit avec cet outil technologique bien complexe, en totale roue libre. Et c'est important en fait de cadrer les usages aussi et de penser que bien évidemment il va avoir son truc à lui aussi, donc on n'est pas là pour fouiller ses messages ou pour regarder ce qu'il écrit dedans, mais que par contre, il y a un cadre qui doit être posé, discuté et pensé. Et plus le jeune grandit, pour moi, à partir de la préadolescence, adolescence, c'est important de laisser la place aux jeunes pour, heu, pour donner son avis sur le cadre à fixer. Par Mmh. exemple, pour les jeux vidéo, dire aux jeunes: «Mais de combien de temps tu as besoin?» Alors évidemment, le cliché, c'est votre ado, il vous demande 20 heures par jour, vous aimeriez que ce soit 20 minutes, mais en vrai, l'objectif, c'est que, en faisant ça, on permet aux jeunes d'expliquer ce qu'il fait, de raconter un peu, de réfléchir en lui-même, de pouvoir avoir un avis là-dessus et en fait, de communiquer, de se mettre d'accord entre parents et ados. Ça permet déjà de faciliter l'accès, de faciliter, l'acceptation du cadre par le jeune et aussi de participer, en fait, à quelque chose qu'on a co-créé ensemble et à améliorer la dynamique familiale et l'échange justement parce que, l'écran ne devient plus juste la carotte au bout du bâton, ou, l'objet à juste retirer pour une punition, mais ça devient aussi un objet de communication où on comprend que c'est son univers à lui, mais que c'est important aussi que, il puisse, en parler, en communiquer, quoi. Mais donc voilà, ça résume assez bien ici, l'exemple de l'écran n'est pas là pour faire écran, mais est une source de dialogue comme plein d'autres choses de la vie. C'est ça. Mmh, Voilà. exactement et que Et de donc toute on façon, la difficulté, c'est toujours,
la parentalité, hein, ça a toujours été compliqué et ça le sera toujours et que finalement, avec ou sans écran, moi maintenant, si je bosse sur les robots, c'est parce que vous verrez dans 15 ans, hein, on parlera plus des écrans, on parlera des robots sociaux. Donc, on commence déjà à occuper un peu le terrain là. Oui, mais c'est bien d'avoir toujours un train d'avance, je veux dire, plutôt qu'un train de retard. Mais en tout Voilà. cas, de questionner ce qui fait partie, ce qui fait notre société contemporaine et qui vient sans doute, mais comme tu le dis, la parentalité n'a jamais été chose facile, mais elle est parfois aussi bousculée par des questions contemporaines et la technologie en fait partie. Mmh. Exactement. Mmh. Voilà. Mais voilà, je vois qu'il est 12h59 et là, on a vraiment respecté le cadre. Un tout grand merci, hein. Je vois, il y a beaucoup bon voilà, du coup, je reçois des questions maintenant et on ne va pas avoir l'occasion de toutes les aborder, mais je vous invite à, aller sur le site aussi de Yapaka, outre le 36912 plus, sur celui de Yapaka. On vient de sortir, une campagne d'affiches qui remet justement la relation au cœur de nos interactions parents-enfants. Et donc, voilà, il y a 3, 6, 9, 12 aussi. Avec chaque fois, ne laissons pas les écrans faire écran et les besoins que l'enfant a rencontrés en dehors aussi des écrans et dans la relation avec les adultes qui l'entourent. Le petit livre, voilà, Quand l'écran fait écran à la relation parent-enfant, écrit par Olivier Dury, est disponible en téléchargement sur le site, en EPUB et en PDF. Donc, n'hésitez pas à aller le rechercher. On le mettra sur la page d'accueil du site de yapaka.be pour que vous le retrouviez facilement, ainsi que le podcast de ce temps ensemble. Un tout grand merci. Olivier, pour cette richesse. Je pense que tout le monde en laisse des petites traces ici dans la discussion, l'espace de discussion. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites qu'on vous a renseignés, qui regorgent d'informations à ce sujet. Olivier, je te laisse découvrir ce qui arrive dans le chat maintenant, et puis on refermera l'espace ici dans 5 petites minutes. Un tout grand merci. Bon après-midi.